Bienvenue dans cette nouvelle leçon du chapitre qui s'intitule « Échantillonnage » du cours de traitement du signal. Il s'agit en fait de la partie 2 et dernière partie de ce chapitre. Cette partie comporte à son sommaire les rubriques suivantes. Nous allons tout d'abord parler des signaux réels de bande infinie. Je vous rappelle que dans la première partie, nous avions essentiellement donné les résultats dans le cas des signaux réels à bande limitée. Et donc il est important maintenant, en pratique, de pouvoir étendre ce résultat à ce qu'il faut faire pour échantillonner dans des conditions correctes un signal de bande infinie réel. On verra ensuite que pour des signaux dits à bande étroite, ces signaux-là, nous les avons déjà rencontrés lorsque nous avons parlé des signaux déterministes à temps continu. Il s'agit en fait des signaux dont le spectre est localisé autour d'une fréquence f0 grande devant la largeur du support fréquentiel. Je vous rappelle que ces signaux ont l'allure de sinusoïdes, de quasi-sinusoïdes, de fréquence f0, dont l'amplitude et la phase varient lentement. Pour de tels signaux, nous verrons que nous pourrons donner une autre expression à la fréquence d'échantillonnage de ces signaux. La troisième rubrique s'intéresse aux signaux dits complexes. Jusqu'à présent, effectivement, nous avons seulement parlé de l'échantillonnage des signaux réels. Il faut savoir que dans les problèmes de communication, un grand nombre de phénomènes observés sont modélisés par des fonctions complexes de la variable temporelle. C'est ce qu'on appelle l'enveloppe complexe du signal transmis. Pour de tels signaux donc, qui sont complexes, il est bon effectivement de donner dans quelles conditions l'échantillonnage de ces signaux donne une reconstruction parfaite. Enfin, nous terminerons par un paragraphe sur la reconstruction. Alors pourquoi va-t-on reparler de reconstruction? Vous vous souvenez effectivement que dans la première partie, nous avions donné une formule dite de reconstruction parfaite et que cette formule de reconstruction parfaite s'appuyait sur une fonction h de t de reconstruction qui était avec un support infini et donc qui en pratique n'était pas facile à mettre en œuvre. Et donc là, nous verrons, dans un cas très simple, qu'on appelle le bloqueur d'ordre 0, comment s'effectue la reconstruction en pratique. Alors nous allons donc commencer, comme c'était annoncé, par les signaux réels de bande infinie. Alors nous savons que la reconstruction parfaite est impossible. Pour quelle raison? Je vous rappelle que dans la démonstration du théorème d'échantillonnage, il était important que lorsque l'on partait du spectre ici, et j'en dessine une représentation symbolique pour un signal réel, c'est-à-dire une fonction qui possède une certaine symétrie qu'on appelle la symétrie hermitienne, pour vérifier si la condition de reconstruction parfaite était possible, il fallait translater ce spectre de la valeur de la fréquence d'échantillonnage grand FE et de vérifier si après les multiples translations de la fréquence FE, à la fin de ces multiples translations, dans le sens des fréquences positives et dans le sens des fréquences négatives, il y avait du repliement. Par exemple, sur le dessin que je viens de représenter là, il n'y a pas de repliement. Mais vous voyez très bien que si maintenant je considère un signal de bande infinie, c'est-à-dire son spectre va s'étendre, vous voyez comme je l'ai représenté ici, par une fonction qui n'est jamais nulle sur l'espace des fréquences, eh bien, quelle que soit évidemment la fréquence d'échantillonnage, je vais prendre ici une fréquence d'échantillonnage indiquée ici par ce vecteur sous lequel je marque effectivement FE qui est la fréquence d'échantillonnage. N'oubliez pas que cette périodisation du spectre associée à la reconstruction des signaux échantillonnés doit se faire de moins l'infini à plus l'infini dans la direction des fréquences positives et dans la direction des fréquences négatives. Ici, je n'ai représenté qu'une seule des translations. N'oubliez pas qu'il faut faire 2FE, 3FE, 4FE, moins FE, moins 2FE, etc. Ben, vous voyez que ici, si le support en fréquence du signal de départ XA de F est infini, quel que soit le vecteur de translation, il y aura toujours du repliement de spectre. Et donc, la reconstruction parfaite pour un signal à support en fréquence infinie est impossible. Alors, il faut quand même, toutefois en pratique, donner des conditions acceptables d'échantillonnage dans le cas des signaux de bande infinie.
Alors on propose d'opérer de la façon suivante. Le signal x de t, je l'appelle x a de t, que l'on va échantillonner, on va lui faire subir un pré-traitement. Et ce pré-traitement, j'impose, c'est moi qui l'impose, pour des raisons pratiques, que ce soit un filtre linéaire. Ce filtre linéaire est inconnu pour l'instant, c'est précisément la question que l'on va se poser, c'est de savoir quelle est la valeur de ce filtre linéaire. Alors j'échantillonne ici ce signal à la fréquence d'échantillonnage FE, c'est-à-dire avec une période d'échantillonnage égale à TE égale 1 sur FE, et ensuite j'obtiens des échantillons d'un signal que je vais marquer Y de NTE, ici le signal à la sortie du filtre va s'appeler Y de T, et j'applique, évidemment, pour vérifier que les choses se fassent correctement, j'applique la formule de reconstruction. Je vous rappelle que la formule de reconstruction utilise une fonction h de t dont je vais rappeler l'expression à présent et qui est sinus de pi bt sur pi fe t. Donc une fois fe choisi, il faut avant échantillonnage filtrer le signal. Et nous allons voir que le filtre qu'il faut utiliser est un filtre passe-bas idéal de gain 1 dans la bande moins FE sur 2 plus FE sur 2. Donc voilà ce que nous nous charge de vous montrer, c'est-à-dire que pour échantillonnage de bande infinie, à la fréquence FE, eh bien, il faut au préalable le filtrer par le filtre dont la caractérisation, je le répète, est donnée ici. Le signal est filtré par un filtre passe-bas idéal de gain 1 dans la bande moins FE sur 2 plus FE sur 2. Alors comment va-t-on faire pour montrer ce tel résultat? Ben, on va appeler pour l'instant XR de t le signal reconstruit. Et mon but, effectivement, je sais que l'écart entre XA de t et XR de t, je ne peux pas le rendre nul, parce que, effectivement, le signal de départ ici, XA de t, est de bande infinie. Mais je vais faire en sorte de choisir ici le filtre G de F, de façon à minimiser l'écart qu'il y a entre ce signal XA de t de départ et le signal reconstruit avec la méthode de reconstruction parfaite sur les échantillons que l'on a prélevés ici à la sortie de ce filtre de pré-traitement. Alors pour mesurer l'écart, je vais prendre une quantité numérique unique qui est l'écart quadratique. Alors de quoi s'agit-il? Je vais noter epsilon carré, ce nombre est positif, vous allez voir, égale somme de moins l'infini à plus l'infini, du modulo carré de xa de t moins xr de t dt. Alors vous voyez que, effectivement, si j'étais dans une situation où le signal xa de t est à bande limitée, je pourrais rendre cette valeur égale à 0. Et pour un nombre positif, ben, c'est la plus petite valeur possible. Là, je sais que je ne peux pas le faire, et donc je vais choisir G de manière à minimiser epsilon 2. Alors je vous rappelle, nous l'avons vu précédemment, que le signal xr de t qui est reconstruit ici est lui à bande limitée. Ça veut dire que xr de f, donc sa transformée de Fourier, est nul pour f supérieur en module à fe sur 2. FE sur 2, exact. Donc effectivement, ce signal ayant un spectre nul à l'extérieur de la bande moins FE sur 2 plus FE sur 2, je vais pouvoir d'abord transformer cette expression-là qui est en temps dans une expression en fréquence. Pour cela, je vais utiliser, vous en souvenez, une propriété fondamentale de la transformée de Fourier qui est l'égalité de Parseval. C'est-à-dire, je vais dire que la somme, l'intégrale en modulo carré de l'expression en temps est identique à l'intégrale en modulo carré de l'expression en fréquence. Et vous savez que la transformée de Fourier d'une somme ou d'une différence, c'est la transformée de Fourier de la somme ou de la différence, tout simplement parce que la transformée de Fourier est linéaire. Et donc je peux très simplement écrire xa de f moins xr de f en modulo carré df. Je vais maintenant utiliser la propriété que j'ai rappelée, c'est-à-dire que xr de f est à bande limitée. Et donc je vais couper l'intégrale en deux. Je vais d'une part regarder les valeurs de f qui sont comprises entre moins fe sur 2 et plus fe sur 2, et ensuite je vais prendre des valeurs de f qui sont de module supérieur à fe sur 2. Donc la théorie de l'intégrale me permet d'écrire la chose suivante. Intégrale de moins fe sur 2 à plus fe sur 2, du terme ici que je ne répète pas, qui est la différence des deux éléments qui sont ici, plus l'intégrale
pour les valeurs des fréquences supérieures en module à FE sur 2. Et là, dans l'intégrale, je vais pouvoir supprimer le terme qui est ici, puisque vous demandez de dire qu'il est nul. Et donc, il ne reste finalement que XA de F en module au carré dF. Nous avons donc à présent epsilon 2, qui est la somme de deux intégrales, et ces deux intégrales sont positives. Ça veut dire la chose suivante, ça veut dire que cette intégrale ici, auquel on rajoute le nombre positif qui est ici, est supérieure ou égale à l'intégrale qui est ici toute seule. Donc je peux écrire effectivement que epsilon 2 est supérieur ou égal à l'intégrale de module de f supérieur à FE sur 2 de module de x de a au carré de f df. Vous remarquerez que le terme qui est à droite de l'inégalité ne dépend pas du filtre de pré-traitement. Et donc, de toute manière, je ne pourrai pas descendre en dessous de cette valeur. C'est impossible puisque, quel que soit le filtre que je mets, je vais avoir effectivement epsilon 2 qui va être supérieur ou égal à ça. Alors évidemment, si je trouve un filtre H qui fait que, précisément, epsilon 2 est égal à cette quantité, ben, j'aurai obtenu le minimum. Et c'est bien ce problème-là que je m'étais proposé de résoudre. Donc, si je sais exhiber un filtre G de F qui, effectivement, est tel que epsilon 2 est égal à ceci, j'ai gagné. Alors, ben, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, il faut que la première intégrale que j'ai négligée pour l'instant soit précisément égale à 0. Alors, est-ce qu'il est possible que l'intégrale de moins FE sur 2 à plus FE sur 2 de la différence entre XA de F et XR de F en module au carré dF soit égale à 0? Ben, la réponse est oui. Je peux la rendre égale à 0. Il suffit effectivement de prendre pour le filtre G de F de pré-traitement un filtre qui a pour réponse 1 dans la bande de fréquence moins FE sur 2 plus FE sur 2. Effectivement, on pourra vérifier en prenant ce que l'on a vu précédemment. Donc je reprends effectivement le schéma général du pré-traitement que je vous ai proposé d'optimiser. Dans ce pré-traitement, si ce filtre-là a comme réponse en fréquence l'indicatrice de l'intervalle moins FE sur 2 plus FE sur 2, évidemment, le signal qui est ici est à bande limitée, d'accord, et je sais exactement le reconstruire. Et donc, il s'avère que dans la bande moins FE sur 2 plus FE sur 2, XR de F est précisément égal à Y de F, et comme Y de F est précisément égal à XA de F dans la bande moins FE sur 2 plus FE sur 2, l'intégrale est bien nulle. Et donc, en conclusion, lorsqu'on effectue un traitement, un échantillonnage, sur des signaux qui sont de bande infinie, et qu'on a décidé d'échantillonner à la fréquence FE, il est indispensable, si on veut minimiser l'écart quadratique, de prendre en amont, avant l'échantillonneur, qui est ici, un filtre dont la réponse en fréquence est égale à 1 dans la bande moins FE sur 2. Donc ça, c'est un résultat important, et dans la littérature, ce filtre porte un nom, ce filtre est appelé filtre anti-repliement. En anglais, ce filtre est désigné sous le terme de anti-aliasing filter. Alors, avant de continuer, on va appliquer effectivement ces résultats sur une situation pratique, pour bien voir effectivement comment se font les choix. Alors, j'ai dit d'abord que le signal était de bande infinie, et donc on va choisir FE. Choisissons FE, mais comment allons-on choisir FE? Alors, je crois pour comprendre, je vais m'appuyer sur les signaux audio. Quand je prends de la parole, et que je parle, le spectre du signal de parole occupe une bande de fréquence qui peut aller jusqu'à une quinzaine de kHz. Pour les besoins de certaines applications, il n'est pas nécessaire d'aller aussi loin. Et il faut savoir que plus je vais loin, plus ça va coûter cher au niveau de la transmission. Et donc il faut faire des choix. En téléphonie par exemple, donc en téléphonie, pour une qualité acceptable, en téléphonie donc, pour une qualité acceptable, on s'est aperçu qu'en transmettant une bande de fréquence de 4000 Hz, on arrivait à reproduire une qualité qui pouvait satisfaire l'abonné. D'ailleurs, tous les jours, vous le constatez, cette fréquence-là permet évidemment de comprendre le message qui est transmis, mais elle permet aussi de reconnaître le timbre de la personne qui parle. Évidemment, il n'est pas question avec le téléphone de transmettre un opéra ou la voix chantée de la Calas. Donc en fait, on s'est donné une contrainte de bande de fréquence de 4000 Hz, en se disant que moins ça donnait des résultats qui n'étaient pas satisfaisants pour l'usager, et plus
ça aurait coûté trop cher pour sa transmission. Et donc, on a fixé la bande à 4000 Hz. Et donc, on en déduit que dans cette situation-là, la fréquence d'échantillonnage doit être égale à 8000 échantillons par seconde. Alors ça, je vous le rappelle, c'est la formule fondamentale pour les signaux réels, que la fréquence d'échantillonnage doit être supérieure ou égale à 2B, c'est-à-dire ici à 2 fois 4000, c'est-à-dire 8000, et j'ai pris le strict minimum, ce qu'on appelle parfois dans la littérature la fréquence de Nyquist. Alors Nyquist, c'est un chercheur américain qui a travaillé dans le domaine du traitement de l'information au cours du XXe siècle. Alors évidemment, ce n'est pas suffisant. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est prendre à la sortie du microphone le signal de parole et ici prélever avec un échantillonneur des échantillons. Donc là, j'ai essayé de représenter une sorte de microphone. Il y a une personne qui parle devant le microphone, c'est le microphone de votre téléphone. Et le signal XA de T, c'est celui qui sort du microphone. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce que je reproduis là. C'est-à-dire, en fait, venir échantillonner ce signal-là avec une fréquence égale à 8000 échantillons par seconde. Alors, pourquoi il ne faut pas faire ça? Parce que le signal de parole contient des éléments fréquentiels au-delà de 4000 Hz. Alors, comme ceci. Voilà ici. Supposons que le 4000 est ici. C'est donc ça la fréquence f sur 2. Et les éléments qui sont ici et qui sont effectivement, qui débordent la fréquence de f sur 2, vont se replier en créant des artefacts, comme l'on avait vu sur les signaux synthétiques dans une leçon précédente, et ils vont donner un bruit désagréable que nous avons d'ailleurs entendu dans une simulation. Alors ici, maintenant, ce qu'il faut faire, donc j'insiste bien, je vais donner un grand trait ici, ça c'est interdit, ce qu'il faut faire, c'est faire précéder l'échantillonneur d'un filtre. Alors ensuite, on aura donc la situation à réaliser le dispositif d'échantillonnage suivant. On va venir échantillonner avec une fréquence égale à 8000 échantillons par seconde. Et ici, on va mettre un filtre dont le gain en fréquence est égal à 1 dans la bande moins 4000 plus 4000. Ce sont des hertz. Et là, c'est le microphone. Et ça, c'est la façon correcte, effectivement, filtre anti-repliement, c'est la façon correcte d'effectuer un échantillonnage. C'est-à-dire que tout échantillonnage, s'il veut être effectivement réalisé dans de bonnes conditions, doit être précédé d'un filtre anti-repliement. Alors évidemment, si vous oubliez de le faire, je vous le répète, ce qui va se passer, c'est que la partie qui est au-delà de 4000 Hz, l'énergie dans votre voix qui va être au-delà de 4000 Hz, va venir se replier entre 0 et 4000 et créer des bruits désagréables. Alors vous voyez bien que par exemple sur ce schéma, la partie qui est au-delà de 4000 Hz, je l'ai dessinée très petite. Il est évident que dans une situation comme celle-là, si vous oubliez de mettre le filtre anti-repliement, vous allez quand même obtenir quelque chose de correct. Donc il y a des gens qui font ça, c'est-à-dire qu'ils oublient de mettre le filtre anti-repliement en se disant de toute manière, ce qui se replie ne va pas beaucoup gêner la partie utile du signal. Mais dans les enregistrements professionnels, il n'est pas du tout question de faire ça. Et donc j'insiste bien, il faudra réaliser le dispositif qui est ici, c'est-à-dire en fait faire suivre le microphone d'un filtre dit anti-repliement. Alors la rubrique qui suit, nous allons changer de signal. Et le signal auquel on va s'intéresser, les signaux auxquels on va s'intéresser, c'est des signaux dits à bande étroite. Alors je vous rappelle, pour les signaux à bande étroite, nous les avons en fait caractérisés de façon très simple. Je suppose toujours que les signaux sont réels pour l'instant, et vous avez remarqué d'ailleurs que je ne représente maintenant plus que la partie droite des fréquences, c'est-à-dire les fréquences positives. Pour quelle raison? Parce qu'effectivement, je sais que par duplication, avec la symétrie hermitienne, la partie dans les fréquences négatives, je la connais. Donc ici, je représente effectivement un signal à bande étroite. Alors je vous rappelle qu'un signal à bande étroite, c'est un signal qui a toute son énergie, toute sa puissance, localisée autour d'une fréquence f0, dans une bande de largeur grand B. Pour de tels signaux, je vous rappelle que, en fait, si on les dessine au point de vue temporel, je vous rappelle c'est un résultat important, il faut avoir effectivement une vision de ce que représentent ces signaux au point de vue temporel. Donc c'est une quasi-sinusoïde. Cette quasi-sinusoïde de pseudo-période, ici 1 sur f0, c'est-à-dire l'espace qui correspond, l'espace de temps qui correspond à un aller-retour, et de l'ordre de grandeur de 1 sur f0, et
cette pseudo-sinusoïde varie en amplitude et en phase, et on peut dire que son amplitude, elle a une capacité de variation, une vitesse de fluctuation qui est de l'ordre de 1 sur B. Alors pour vous donner une idée, on va prendre des ordres de grandeur. Si F0 est égal à 10 MHz, et si B est égal à 10 kHz, c'est-à-dire qu'il y a un rapport 1000 entre ces deux fréquences, le dessin que j'ai ici n'est pas à l'échelle, puisque ça veut dire que le rectangle qui est là est 1000 fois plus petit que la distance entre l'origine et F0. En fait, c'est très pratique de le dessiner comme ça, mais il faut bien comprendre que ces signaux dont je parle sont des signaux vraiment à bande très étroite, un peu avec l'ordre de grandeur que nous avons ici donné en exemple. Alors évidemment, ici aussi, vous allez avoir pendant un temps égal à 1 sur B correspond donc à l'inverse de 10 kHz, ce qui fait aux alentours de 100 microsecondes. Vous allez avoir effectivement des 1000 allers-retours avant d'avoir effectivement eu l'impression que l'amplitude changeait. Donc le rapport est très grand. Tout ce que j'ai dessiné ici n'est pas dans une véritable échelle. C'est des signaux, en règle générale, qui sont à bande très étroite. Alors je reprends le spectre d'un tel signal. Le spectre d'un tel signal, en fait, sa fréquence maximum, avec les notations qui sont indiquées ici sur ce dessin, sur ce croquis, d'accord? Donc ici, on voit que si je veux appliquer bêtement le théorème d'échantillonnage, la fréquence maximum du signal, qui est le point qui est ici, d'accord? La fréquence maximum du signal est égale à F0 plus B sur 2. Alors je peux me contenter de ce résultat et dire que pour échantillonner correctement ce signal, il suffit de prendre comme fréquence d'échantillonnage une fréquence qui soit supérieure à 2 fois la fréquence maximum. Alors si vous faites ça, évidemment, vous obtenez un résultat correct. Mais si on se souvient des principes mêmes de la démonstration du théorème d'échantillonnage, on se souvient effectivement que dans la technique de reconstruction parfaite, ce qui était très important, c'est qu'il n'y ait pas de repliement au moment de la périodisation du spectre. Alors imaginez que j'ai un spectre comme celui-là, c'est-à-dire un spectre qui est constitué de deux petits rectangles. Ici, je reviens dans une représentation spectrale allant de moins l'infini à plus l'infini. Si ici, je considère un spectre comme ça, vous pouvez très bien imaginer que lorsque l'on va translater ce spectre d'une valeur grand FE, ici, translater, je vous le rappelle, ça veut dire le déplacer de plus FE, plus 2FE, plus 3FE, plus 4FE, moins FE, moins 2FE, etc. Je peux éventuellement imaginer qu'il doit y avoir des valeurs de FE beaucoup plus petites que le 2F max annoncé par le résultat précédent et pour lequel il n'y aura pas de chevauchement. Alors nous allons établir cette règle pour vous montrer que la meilleure chose à retenir, c'est le contenu et la démonstration du théorème d'échantillonnage qui fait jouer un rôle essentiel à une partie du spectre qu'on appelle la périodisation. Alors regardez ici, quel est mon but? Eh bien tout simplement, je vais faire en sorte de amener ici ce point après K translation à un endroit tel qu'il n'y ait pas de chevauchement. Et ce que j'espère, c'est trouver une valeur de FE telle que, lorsque je l'amène à K plus 1 distance de l'endroit dont il est parti, il tombe ici. Donc vous voyez que mon but, c'est d'arriver à trouver une inégalité telle que, lorsque je l'ai translaté du vecteur KFE, il tombe à gauche de ce motif, complètement à gauche, et lorsque je l'ai translaté de K plus 1 FE, il tombe complètement à droite. Et si j'ai réalisé ça, ben j'aurai satisfait à la possibilité de reconstruction parfaite, puisqu'il n'y aura pas de repliement spectral. Et donc, il suffit de trouver des valeurs de FE telles que, et de petites valeurs de FE telles que, effectivement, cette condition soit remplie. Alors là, je crois que le mieux, c'est de vous laisser trouver les relations maintenant que je vais vous proposer à titre d'exercice, par vous-même. Donc ici, je rappelle, donc, vous allez partir d'un signal spectral dit à bande étroite.
dont le spectre est localisé autour d'une certaine fréquence f0 entre fmin et fmax, et vous allez établir que, donc ça c'est le spectre que l'on vient de voir, hein, on a supposé dans ce spectre que le spectre était nul hors de la bande fmin fmax, c'est ce que l'on vient de voir sur le croquis, d'accord? Et vous établirez les relations suivantes. Vous pourrez montrer que moins fmin plus k fois fe doit rester inférieur à fmin, et moins fmax plus k plus 1 fois fe doit rester inférieur à fmax. De ces deux relations, vous en déduirez une relation, et vous verrez que la fréquence fe à laquelle on peut échantillonner le signal est bien inférieure à la valeur de Zmax. Alors, je vais vous donner par contre, je ne vous donne pas le résultat sous forme mathématique, vous le ferez à titre d'exercice, mais en fait, je vais vous en donner par contre une interprétation à partir du signal. En fait, ce qu'il y a de miraculeux là-dedans, c'est que la mauvaise idée, c'est de venir échantillonner le signal ici qui varie très rapidement. Parce que pour l'échantillonner correctement, je dois aller très très vite, alors qu'il me suffit, de manière intelligente, de venir échantillonner ce signal à partir de son enveloppe. Et donc effectivement, l'enveloppe étant, vous voyez cette ligne en pointillé que j'ai représentée tout à l'heure et dont j'ai dit qu'elle était à variation lente, et cette variation lente dans l'enveloppe permet de l'échantillonner très lentement. En fait, c'est un phénomène bien connu des gens qui font de la stroboscopie. On attend plusieurs tours, c'est-à-dire plusieurs allers-retours, avant de reprendre un point. Et ensuite, pour reprendre le point suivant, on peut attendre plusieurs tours et revenir échantillonner un peu plus loin. Et donc vous verrez qu'effectivement, on peut échantillonner à des cadences de l'ordre de grand B et non pas de l'ordre de F0. Et n'oubliez pas que grand B est très lent. Et donc vous allez obtenir sur FE une condition de reconstruction parfaite qui est en fait liée non pas à la valeur de FE, mais à la valeur de F0, excusez-moi, mais à la valeur de grand B, qui est beaucoup plus petite, comme vous le voyez ici, je vais rappeler, sur l'exemple que j'ai donné. Alors maintenant, nous allons nous intéresser à une autre catégorie de signal, qui sont les signaux complexes. Alors je vous rappelle pour les signaux complexes, a priori, ça va être relativement très simple, puisque en fait, la seule particularité des signaux complexes par rapport aux signaux réels, c'est d'avoir une transformée de Fourier qui ne possède plus la symétrie hermitienne. C'est-à-dire, ils ont un spectre maintenant qui est à bande limitée, donc j'ai supposé effectivement que x de t était complexe et à bande limitée, c'est ce qui est écrit ici, et je suppose qu'il est égal à 0 pour f à l'extérieur d'une bande B1, B2 de fréquence. Alors, sans même l'avoir dit, d'accord, ou sans même l'avoir écrit, je devrais dire, sur ce croquis, on voit que le signal est complexe. On le voit tout simplement parce que j'ai volontairement pris la précaution de tracer un spectre qui avait une dissymétrie. Et si une telle dissymétrie existe dans le spectre par rapport à l'axe OY, à l'axe des ordonnées, ben il est bien évident que le signal ne peut pas être réel puisqu'il ne possède pas la symétrie hermitienne. Donc en ayant fait ce dessin, j'ai représenté de façon très générale un signal complexe à bande limitée. Et maintenant, je reconstruis dans ma tête le théorème d'échantillonnage. Le théorème d'échantillonnage, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que j'ai le droit de translater ce truc-là de la fréquence FE. Donc je le translate de plus FE, plus 2FE, plus 3FE. Et toutes ces translatées, dans les deux sens, je les additionne. Et si il n'y a pas de repliement, c'est-à-dire si les motifs ne chevauchent pas, eh bien je sais que je suis dans une situation de reconstruction parfaite. Il sera très facile de venir isoler la partie du spectre qui est entre B1 et B2 pour reconstruire le signal de départ. Et donc ici, finalement, il est extrêmement simple de trouver la condition d'échantillonnage. Il faut tout simplement que la fréquence d'échantillonnage soit supérieure à la largeur du motif. Clairement, si la fréquence de translation est supérieure à la largeur du motif, lors de la translation, eh ben, nous n'aurons pas de chevauchement et donc pas de repliement de spectre. Et donc la condition du théorème d'échantillonnage de reconstruction parfaite, c'est que FE, la fréquence d'échantillonnage, soit supérieure à B2 moins B1. Évidemment, cette situation permet de retrouver le cas réel, puisque dans le cas réel, B2, cas réel, nous avons B2 qui est égal à moins B1, et vous retrouvez égal grand B, et vous retrouvez que FE est supérieur ou égal à 2B. Finalement, l'échantillonnage des signaux réels à la cadence 2B, d'accord, ce n'est qu'un cas particulier des signaux complexes. On se souviendra donc pour mémoire que pour les signaux
dont le spectre est centré autour de 0, la bonne façon en fait de calculer la fréquence minimale d'échantillonnage, c'est tout simplement de prendre la largeur de tout le support spectral. Évidemment, cette règle joue aussi pour les signaux réels. Alors je termine en fait cette partie-là sur l'échantillonnage par la reconstruction. Alors la reconstruction, j'aurais dû rajouter ici d'ailleurs, reconstruction pratique. Alors de quoi s'agit-il? En pratique, il n'est pas question de mettre en œuvre, peut-être dans certaines situations très simples, le dispositif de reconstruction avec le filtre très compliqué, non causal, éternel, qui est celui de la formule de reconstruction parfaite, et on se propose d'utiliser ce que l'on appelle dans la littérature un bloqueur d'ordre 0. Alors avec quoi il s'agit? Vous voyez, c'est extrêmement simple, il suffit de regarder le dessin. Je substitue au signal, au vrai signal, en prenant uniquement ces échantillons, un signal en marche d'escalier. C'est-à-dire que je bloque pendant toute la durée de la période d'échantillonnage la valeur que j'ai trouvée à l'instant NTE. Je dessine, hein. Vous êtes parti d'un signal au départ qui était comme ceci. Vous avez récupéré à des instants régulièrement espacés dans le temps de la période d'échantillonnage TE les valeurs que j'indique avec des gros ronds, d'accord, qui est ici. Et maintenant, le signal que je restitue, c'est malheureusement pas la belle trajectoire de départ, c'est un signal que je vais ici représenter en pointillé parce que ça sera plus facile de comprendre. Ce sont des marches d'escalier. Je bloque la valeur, je bloque la valeur, je bloque la valeur, je bloque la valeur, etc. Et voyez que le signal en marche d'escalier, si vous pensez par exemple à un signal audio, vous devez vous douter qu'il va avoir effectivement au point de vue spectral des variations très rapides au point de vue temporel qui vont correspondre dans le plan spectral à de l'énergie dans les fréquences élevées. Vous allez entendre des fréquences qui n'y étaient pas et on va voir s'il est possible malgré tout d'essayer de réduire cet effet désagréable. Alors pourquoi cette façon de procéder est pratique? Parce qu'il existe des dispositifs électroniques en pratique qui permettent effectivement de très facilement réaliser cela. Vous avez un dispositif dans lequel vous mettez l'échantillon XN de TE. Ici, vous avez une horloge, grand H, qui cadence à la vitesse TE, et en sortie, on bloque la valeur de l'amplitude que l'on a mise à l'entrée. C'est-à-dire que ce dispositif très simple vient bloquer à la cadence de la période d'échantillonnage la valeur numérique qu'il voit à l'entrée. Et donc vous obtenez un signal en marge d'escalier. Alors là encore, ce signal temporel, il est peut-être assez difficile de percevoir les distorsions, et donc on va travailler dans l'espace fréquentiel. Évidemment, le signal du bloqueur a pour expression ce que vous voyez apparaître sur l'écran et que je vais donc lire, x0 de t égale somme de k égale moins l'infini à plus l'infini de xa de kte, grand H de t moins kte. Mais à présent, la fonction h qui intervient n'est plus la fonction idéale de la reconstruction parfaite qui était celle que nous avons vue dans le théorème d'échantillonnage, c'est tout simplement, vous l'avez compris, la fonction rectangle. Donc ici, la fonction h de t, c'est tout simplement un rectangle, je préfère la dessiner même plutôt que d'en écrire l'équation, c'est un rectangle d'amplitude 1 et de durée grand T. D'accord? Ce que l'on a l'habitude d'écrire avec les fonctions indicatrices de l'intervalle 0 grand T. Alors vous savez que la transformée de Fourier de cette fonction-là, c'est un sinus x sur x, on en a largement parlé, donc, et qui a des lobes que l'on va effectivement retrouver dans le résultat du signal reconstruit. Alors je ne vais pas refaire tout le calcul, parce que si vous regardez la formule ici qui est affichée sur le transparent, c'est exactement la formule que nous avions dans la reconstruction parfaite. La seule différence, c'est que il y a dans l'impulsion h de t non plus l'impulsion sinus x sur x, mais l'impulsion rectangle. Donc je ne vais pas refaire tout le calcul, je sais que le spectre, et vous le ferez à titre d'exercice, s'écrit de la façon suivante. Il y a deux contributions, il y a une première contribution qui sort du signe somme et qui est la transformée de Fourier de l'impulsion de reconstruction, et une partie qui correspond à la périodisation du spectre. C'est toujours la même formule. Alors effectivement, donc ici, la transformée de Fourier du signal qui sort du bloqueur d'ordre 0 s'écrit grand H de f sur TE, somme de n égale moins l'infini à plus l'infini, de xa de grand F moins n sur TE. C'est la même formule que celle que nous avions précédemment, à la différence près que ici, h de f maintenant, c'est la transformée de Fourier d'un rectangle. Alors regardons ce qui se passe
au point de vue spectral. Ici, j'ai représenté en orange la fameuse périodisation du spectre. Vous voyez, le spectre a été périodisé, d'accord? Et, évidemment, il a été périodisé, je dis bien, comme un intermédiaire de la formule de reconstruction. Et je sais que si je faisais une reconstruction idéale, je devrais multiplier la fonction jaune par le rectangle qui est ici. Si je le faisais, je retrouverais le signal de départ et j'ai gagné, j'aurais réalisé la reconstruction parfaite. Eh bien, c'est pas ce que je fais avec un bloqueur d'ordre 0. Ce que je fais avec un bloqueur d'ordre 0, c'est multiplier par la transformée de Fourier de la fonction rectangle de durée grand T. Et alors là, je sais que cette transformée de Fourier possède des lobes, comme je l'ai rappelé. Il y a d'abord un lobe principal, qui a comme largeur 2 sur T, et des lobes secondaires, comme largeur 1 sur T. Et cette fonction rouge, ou plutôt là, c'est le module de la fonction, mais la fonction elle-même, multiplie la totalité de la périodisée. Et le résultat de la multiplication, eh bien, malheureusement, ce n'est pas le signal de départ. Alors, effectivement, regardez, je vais essayer ici de faire un dessin qui soit aussi joli que celui que l'on a sur l'écran. D'accord? Vous avez ceci, vous avez ici ceci, et vous avez ici ceci. Et je vais prendre des ordres de grandeur. Je vais prendre par exemple l'exemple qu'on a pris tout à l'heure en téléphonie, c'est-à-dire ici, la fréquence d'échantillonnage est de 8000 échantillons par seconde, donc 8000 Hertz. Ici. Et mon sinus x sur x, il fait comme ceci. Alors quand je multiplie ces deux fonctions entre elles, ben ici, la partie qui m'intéresse et qui est la partie du signal de départ que je voudrais reconstruire correctement, au lieu de le multiplier par 1, je le multiplie par quelque chose qui est légèrement décroissant, donc il va y avoir une distorsion. Donc cette distorsion-là, je ne vais pas la représenter sur mon dessin parce que c'est impossible de multiplier ce spectre-là par un petit truc comme ça qui passe de la valeur 1 à la valeur 0,9. Mais imaginez ici, il y a de la distorsion. Et au-delà de la fréquence ici de 4000 Hz, il apparaît la multiplication de ce lobe qui est ici par le motif qui est là, et ça me donne un petit truc comme ça. Évidemment, ça continue au-delà, d'accord? Et quel est le problème? Eh bien, malheureusement, ça c'est de l'énergie. Et ça se trouve où? Aux alentours de 8000 Hz. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'oreille humaine l'entend. Et donc, si on utilise un bloqueur d'ordre 0, on voit apparaître une distorsion qui, effectivement, peut être perceptible pour certaines applications. C'est ce qui est résumé, donc, dans le transparent qui suit. Il y a donc deux types de distorsions. Une distorsion dans la bande utile des signaux, c'est-à-dire entre moins B et plus B. C'est ce que j'ai ici sur mon dessin. Dans cette partie-là, il y a effectivement une distorsion. Elle est due, comme il est indiqué ici, au lobe principal du sinus cardinal. C'est ce que ici, j'ai essayé de représenter autant que j'ai pu lorsque je vous faisais donner l'explication. Évidemment, il y a aussi la deuxième distorsion. La deuxième distorsion, c'est celle dont j'ai parlé ici et qui se trouve hors bande utile. Alors dans cette partie-là, donc il y a une distorsion hors de la bande utile. Elle est due au lobe secondaire, évidemment, du sinus cardinal, et même d'ailleurs ici à la fin du lobe principal, d'accord? Et elle peut, je le souligne, donc ici distorsion hors de la bande utile, elle est due à l'ensemble des lobes, donc au lobe secondaire du sinus cardinal, et elle peut être évidemment perceptible par l'oreille humaine si je prends par exemple une application audio. Alors on verra un peu plus tard comment il faut s'y prendre pour essayer de réduire cet effet lorsque, effectivement, on utilisera, ou plutôt on verra dans un chapitre ultérieur ce qu'on appelle les techniques de changement de fréquence. Et on verra ici qu'en ayant la bonne idée d'interpoler ici entre ces deux valeurs, par exemple, 3 valeurs, c'est-à-dire en fabriquant, mais cette fois-là de manière numérique, des échantillons qui seront beaucoup plus près de la courbe théorique, on pourra continuer à utiliser le bloqueur d'ordre 0 et on verra effectivement que dans ce cas-là, vu que les points intermédiaires sont beaucoup plus près de la courbe théorique, le bloqueur d'ordre 0, en agissant sur ces points-là, va fabriquer un signal final qui sera effectivement moins distordu que le signal que nous avons reconstruit jusqu'ici. Alors effectivement, cette partie-là qui concerne le changement de fréquence, ou plutôt l'interpolation,
fera l'objet d'une leçon importante, puisqu'elle permettra effectivement de ramener la situation de la reconstruction à tout d'abord une interpolation et ensuite un bloqueur d'ordre zéro. J'en ai donc terminé, donc je vous remercie et donc j'en profite effectivement pour vous rappeler que pour tous les exercices et pour tous les renseignements dont vous avez besoin, vous pouvez consulter donc le site internet de Nettuno et cliquer sur MedNetU. Merci.